Tu penses trop, tu le sais. Mais tu ne sais pas comment arrêter. Je m'en suis rendu compte un matin, quand je me suis réveillé, et que mon cœur battait déjà trop vite, comme si j'avais couru toute la nuit dans mes pensées. Aucun bruit autour de moi. Et pourtant, c'était déjà trop bruyant à l'intérieur. Ma tête criait. Des listes, des souvenirs, des phrases jamais dites, des scénarios qui n'existeront jamais. Tout s'entrechoquait dans ce chaos invisible. Et ce que je voulais, ce n'était pas comprendre, c'était fuir. Juste faire taire tout ça. Mais plus j'essayais de contrôler mes pensées, plus elles me contrôlaient. Il y a un mot que j'ai lu quelque part. Rumination. Un mot doux pour décrire une torture invisible. Ce n'est pas de la réflexion, non, c'est un piège, une boucle, une pièce sans porte. Je croyais être intelligent, parce que je réfléchissais à tout. Mais j'étais seulement épuisé. Jusqu'au jour où j'ai tout quitté. Je n'ai pas laissé de message, pas de plan. Juste un sac, un carnet vide et une adresse griffonnée au dos d'un vieux livre. Un monastère, perdu quelque part entre les montagnes et l'oubli. Je ne savais pas exactement ce que je cherchais, mais je savais ce que je fuyais, moi-même. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai cru avoir fait une erreur. Le silence était trop fort. Les murs trop simples. Les visages trop calmes, comme s'ils savaient quelque chose que j'ignorais, comme s'ils avaient vidé leur esprit, pendant que le mien se noyait. Et puis, je l'ai rencontré, le vieux maître. Il ne m'a pas posé de questions. Il m'a simplement servi une tasse de thé. Et pendant qu'il versait, je fixais l'eau chaude monter lentement, jusqu'à déborder. La nappe était trempée, ma main aussi. Mais lui, il a juste dit « Voilà ton esprit ». Et c'est là que tout a commencé. Ce que tu vas entendre ici, ce ne sont pas des conseils. Ce sont des armes, des pratiques anciennes pour reprendre le contrôle, des stratégies simples, mais puissantes, pour arrêter d'être esclave de ta propre tête. Et si tu restes jusqu'au bout, tu découvriras la plus simple, mais aussi la plus puissante. Mais avant ça, je veux que tu fasses une chose. Va dans les commentaires. Écris. Ma paix commence ici. Pas pour moi, pour toi. Je ne dormais plus. Pas vraiment. Je m'allongeais, les yeux fermés. Mais à l'intérieur, tout continuait. Une mécanique usée, rouillée, qui grinçait sans arrêt. Même ici, dans ce monastère où tout semblait figé dans le silence, mon esprit hurlait. Le vieux maître n'était pas bavard. Il se déplaçait lentement, comme s'il avait tout le temps du monde, pendant que moi je luttais pour survivre à chaque minute. J'avais peur du vide, peur du silence, peur de ne rien faire. Parce que quand je ne faisais rien, je pensais. Et penser, pour moi, c'était me battre contre des fantômes que je ne pouvais ni toucher, ni fuir. Un matin, il m'a conduit dehors, au bord d'un petit lac. L'eau était noire, calme, presque irréelle. Il m'a tendu un sac rempli de pierres. « Garde-le » a-t-il dit. « Et marche. » Je ne comprenais pas, mais j'ai obéi. Le sac était lourd, trop lourd. Chaque pas devenait plus difficile. Et au bout de quelques minutes, mon dos brûlait. Mes jambes tremblaient. Je voulais m'arrêter. « Pourquoi tu continues » m'a-t-il demandé. J'ai haussé les épaules. « Parce que tu me l'as demandé » Il a souri, puis il a ajouté « Tu fais pareil avec ta vie ». Je l'ai regardé sans comprendre. Tu transportes des choses que tu refuses de poser, des regrets, des souvenirs, des colères, des attentes. Tu t'accroches à tout, comme si ça te définissait. Mais plus tu avances, plus ça t'écrase. Je voulais lui répondre, mais rien ne sortait. Alors il s'est approché, a ouvert le sac et a commencé à jeter les pierres dans l'eau, une à une. Chaque pierre faisait un bruit sourd en coulant. Et étrangement, ce son me faisait du bien. Plouf. Une trahison que je ressassais depuis 2 ans. Plouf. Un mot blessant que je n'ai jamais oublié. Plouf. Une peur ridicule, mais
ancré comme une épine dans la chair. Ce qui t'alourdit n'est pas réel, a-t-il murmuré. Ce sont tes pensées à propos de ce qui est arrivé. Tu refuses d'abandonner, comme si lâcher prise signifiait perdre. Mais parfois, lâcher, c'est gagner. Il s'est redressé et m'a laissé là, seul. J'ai regardé le sac. Il restait encore des pierres. J'ai attendu un long moment. Puis, j'ai pris une pierre et je l'ai tenue fort. Trop fort. C'était stupide. Mais je sentais que cette pierre, c'était quelque chose. Quelqu'un. Une douleur que j'avais nourrie pendant des années. Une obsession qui m'avait dévoré de l'intérieur. Et pendant un instant, j'ai failli la garder. Parce que cette douleur, c'était tout ce que j'avais. Mais je l'ai lâchée. Et le bruit dans l'eau m'a fait pleurer. Ce n'était pas un cri, pas un effondrement. Juste une fissure. Un craquement discret dans le mur que j'avais construit autour de moi. Le soir, le maître m'a tendu un petit carnet. À l'intérieur, une seule phrase, écrite à l'encre noire. Il y a ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Il m'a regardé droit dans les yeux. Apprends à trier, sinon tu passeras ta vie à porter le poids des autres et à t'en vouloir pour des choses que tu ne peux pas changer. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, mais pour la première fois, je n'ai pas combattu le silence. Je me suis contenté de respirer. Et au fond de moi, quelque chose a commencé, à se fissurer. Pas une destruction, une libération. Le lendemain, je me suis réveillé plus tôt. Le genre de réveil sans alarme. Comme si quelque chose, ou quelqu'un, m'avait tiré hors du sommeil pour me dire « c'est maintenant ». Il faisait encore nuit, aucune lumière, juste l'obscurité, froide, presque vivante. Je suis sorti de ma cellule, pieds nus sur le sol gelé. Le couloir était vide. Chaque pas résonnait comme une question que je n'étais pas encore prêt à entendre. J'ai marché jusqu'à la petite cour intérieure. Là, au centre, une cloche suspendue, immobile, silencieuse. Je me suis assis sur le banc de pierre, le corps figé, le souffle court. Et j'ai attendu. Je ne savais pas quoi. Une pensée? Une révélation? Un apaisement? Rien n'est venu. Et c'est ça qui m'a effrayé. Le silence, ce n'était pas une absence. C'était une présence brutale. Comme si le monde entier retenait son souffle. Et moi, je n'avais plus aucun bruit derrière lequel me cacher. Pas de téléphone, pas de musique, pas de notification. Juste moi et ce que je fuis depuis toujours. Le vieux maître est apparu sans bruit, comme s'il faisait partie de l'ombre. Il ne m'a pas parlé. Il s'est juste assis à côté de moi. Et ensemble, on a écouté ce qui n'avait pas de son. Le vent sur les feuilles, les craquements lointains du bois, mon cœur qui battait trop vite. Au bout d'un moment, il a soufflé. « Tu entends ?» J'ai hoché la tête, sans trop savoir de quoi il parlait. C'est ça le silence, ce n'est pas un vide, c'est un miroir. Et si tu ne veux pas regarder dedans, tu le rempliras de bruit. Je voulais fuir, me lever, trouver une excuse, mais mes jambes étaient lourdes. Alors je suis resté. Il a sorti un sablier de sa tunique, petit, discret. Il l'a posé entre nous. 1 minute. C'est tout ce que je te demande. 1 minute de silence. Chaque jour. Sans penser. Sans contrôler. Juste être. Il a retourné le sablier. Le sable a commencé à couler. Et pendant 60 secondes, j'ai lutté comme un condamné à mort. Mon esprit me suppliait de penser à autre chose. Il me criait des choses absurdes, des tâches oubliées, des visages flous, des peurs imaginaires. Il me bombardait d'images, de souvenirs, d'hypothèses, mais je tenais bon. Et puis, quelque chose s'est passé. Le sable tombait toujours. Mais en moi, le tumulte ralentissait, comme si un fil invisible, tendu depuis des années, venait de se détendre. Pas complètement, mais assez pour que je respire. Quand le sablier s'est vidé, il l'a reposé dans sa manche et a dit
Tu viens de toucher quelque chose que la plupart des gens fuient toute leur vie. Il s'est levé, m'a laissé seul, et je suis resté là, dans cette minute qui était finie, mais qui continuait à vivre en moi. Je suis revenu jour après jour. 1 minute, pas plus, toujours avec le sablier, toujours dans le froid. Et à chaque fois, le silence devenait un peu moins effrayant, un peu plus familier. J'ai compris avec le temps que le silence n'était pas là pour me punir. Il était là pour me révéler. Il m'ôtait les couches, inutiles, les rôles, les excuses, les protections. Et il me laissait nu face à moi-même. Ce n'était pas confortable, mais c'était vrai. Un jour, le maître m'a tendu un autre petit papier, avec une phrase d'un ancien stoïcien. La tranquillité vient lorsque tu acceptes ce qui est, au lieu de courir après ce qui pourrait être. Et cette nuit-là, pour la première fois, je n'ai pas eu besoin de musique pour m'endormir. J'ai laissé la nuit me parler, et elle ne criait plus. Le maître m'a fait entrer dans une petite pièce, derrière la bibliothèque. Pas un lieu sacré, pas une salle de méditation. Non, une pièce banale, étroite, mal éclairée, avec une vieille table au centre, couverte de papier, de livres, de bougies éteintes et de poussière. Il a tiré une chaise, m'a invité à m'asseoir, et sans me regarder, il a dit « Bienvenue dans ton esprit ». J'ai souri, nerveusement. Je croyais à une métaphore, mais il ne plaisantait pas. Il a commencé à fouiller les piles de feuilles. Des textes illisibles, des pensées griffonnées à la hâte, des notes qui n'avaient de plus aucun sens. Il m'a tendu une feuille jaunie, où l'on pouvait à peine lire « Et si elle ne m'avait jamais aimé ?» Une autre « Je n'ai pas répondu à ce message. Il doit me détester. » Encore une autre « Tu es inutile. Regarde où tu en es. » Et là, j'ai compris. Chaque feuille, chaque gribouillis, chaque mot oublié, c'était un bout de moi, de ce que je gardais, de ce que je ressassais, de ce que je refusais de jeter. Cette pièce était le reflet parfait de ce que je portais, chaque jour dans ma tête. « Ton problème, a dit le maître, ce n'est pas que tu penses trop, c'est que tu ne jettes rien. » Il a pris un vieux seau en métal, l'a posé sur la table, puis a ajouté calmement « Aujourd'hui, on va désencombrer. » Il m'a donné un crayon noir, un carnet vide, et il m'a dit d'écrire. Tout, sans filtre, sans logique, juste laisser sortir. Au début, ma main tremblait. Je ne savais pas par où commencer, mais très vite, c'est devenu incontrôlable. Des pages et des pages, des colères muettes, des regrets jamais exprimés, des questions sans réponse, des pensées honteuses, des cris intérieurs que je ne savais même pas porter. J'écrivais comme on vomit, sans grâce, sans pause. Et quand j'ai eu fini, j'étais vidé. Le maître a pris les feuilles, une à une, et les a brûlées dans un petit brasero au centre de la pièce. L'odeur de papier calciné remplissait l'air, et avec elle, une étrange sensation de légèreté. Il a soufflé. Yojai, ce que tu ne mets pas dehors, finit par te détruire de l'intérieur. Puis il a sorti un autre carnet, bien plus fin, bien plus propre. Sur la couverture, une seule phrase. Seul l'essentiel mérite de rester. Et il m'a demandé « Que veux-tu garder ?» Je n'ai rien dit. J'ai ouvert le carnet et je n'ai rien écrit. Parce que je ne savais pas encore ce qui méritait de rester. Mais j'avais une certitude. La plupart de ce que je portais n'avait pas sa place en moi. En quittant la pièce, j'ai regardé une dernière fois cette chambre chaos, et j'ai compris. Ma tête ressemblait à cette pièce, non pas parce que je réfléchissais trop, mais parce que je n'avais jamais appris à trier. Je pensais que chaque pensée avait une valeur, qu'il fallait les garder, les comprendre, les analyser. Mais non. Certaines sont comme de vieilles boîtes vides. Elles encombrent, prennent de la place et ne contiennent rien. Cette nuit-là, dans ma cellule, j'ai laissé la fenêtre ouverte et j'ai commencé à entendre moins de bruit. Pas parce que le monde était plus calme,
mais parce que j'étais moins encombré. Je ne m'étais jamais vu comme quelqu'un d'indécis. Au contraire, dans ma vie d'avant, j'étais ce qu'on appelait productif. Toujours connecté, toujours un choix à faire, une décision à prendre, une notification à traiter, une urgence à gérer. Mais au fond, j'étais surtout épuisé. Je croyais que décider sans arrêt prouvait ma valeur, que répondre vite, agir vite, penser vite. C'était ça, être compétent. Jusqu'à ce que mon cerveau devienne un champ de bataille. Et que chaque matin, choisir une paire de chaussettes devienne aussi difficile que prendre une décision de vie ou de mort. Un jour, alors que je tournais en rond dans le jardin, incapable de me décider entre écrire, méditer ou dormir, le maître est venu s'asseoir à mes côtés. Il tenait une petite pierre dans sa main, qu'il faisait passer d'un doigt à l'autre, lentement. « Tu sais pourquoi tu n'avances pas ?» m'a-t-il demandé. Je n'ai pas répondu. « Parce que tu essayes de tout faire, en oubliant de choisir ce qui compte vraiment. » Il m'a tendu la pierre. « Aujourd'hui, tu ne prendras que 3 décisions, pas une de plus, et tu les choisiras avec soin. » J'ai levé les yeux. 3 décisions? Ridicule. Je prenais des dizaines de décisions par heure. C'était ça, vivre. Non? Et pourtant, au fond de moi, une voix murmurait. Tu n'en peux plus. Tu veux que ça s'arrête. Alors j'ai accepté. Mais c'était plus difficile que prévu. La première décision a été de ne pas répondre à une pensée intrusive qui me disait que j'étais inutile. La repousser, doucement. Ne pas m'engager dans la discussion. La deuxième, ce fut de m'asseoir et d'écrire une seule page. Pas pour vider ma tête, juste pour poser une idée. La troisième a été de marcher seul, en silence, jusqu'au sommet de la colline derrière le monastère. Pas pour trouver quelque chose, juste pour observer. Et c'est tout. 3 décisions. Le reste, je l'ai laissé passer. Les pensées sont venues, les doutes aussi. Mais je les ai regardés comme on regarde une pluie derrière une vitre. Sans y aller le soir, le maître m'a demandé « As-tu avancé ?» J'ai réfléchi. Et j'ai dit « Oui, mais différemment. » Il a souri. « Parce que tu n'as pas gaspillé ton énergie dans ce qui n'avait pas besoin de toi. » Il m'a alors donné une citation de Marc Aurèle. « Si ce n'est ni utile, ni bon, ni nécessaire, alors c'est une perte. » Et cette phrase m'a obsédé toute la nuit. Le lendemain, j'ai refait l'exercice. 3 décisions, pas plus. Et c'est là que j'ai compris que la volonté est comme un muscle. Si tu la dépenses sur des détails, tu n'en auras plus pour ce qui compte. Avant, je passais mes journées à courir après des choses que j'oubliais le soir même. Maintenant, chaque décision devenait un choix intentionnel. Un engagement, silencieux envers moi-même. Ce n'était pas spectaculaire, mais c'était clair. Et dans cette clarté, il y avait de la paix. Aujourd'hui encore, quand tout devient trop flou, je me souviens de cette règle absurde et puissante. 3 décisions, et rien d'autre. Pas parce que je veux faire moins, mais parce que je veux vivre mieux. Je croyais que toutes mes pensées étaient importantes. Chaque mot dans ma tête, chaque scénario, chaque peur, chaque critique. Je les traitais comme des vérités, comme des faits qu'il fallait comprendre, analyser, résoudre. Mais à force de leur accorder ce pouvoir, elles étaient devenues mes tyrans invisibles. Un matin, après une nuit agitée, je me suis levé avec cette sensation d'être déjà vaincu. Comme si la journée n'avait même pas encore commencé et que j'avais perdu. Fatigué d'exister avant même d'avoir fait un seul pas. Je suis allé voir le maître, les yeux cernés, le corps lourd. Il m'a regardé. Puis, sans un mot, m'a tendu une grande corbeille tressée, vide. Et il a dit « Tu vas y déposer chaque pensée qui n'a pas sa place aujourd'hui. » J'ai froncé les sourcils. Comment je saurais lesquels jeter? Il a souri. Un de ses sourires fatigués, presque triste. Pose-toi une seule question. Est-ce que cette pensée me renforce ou m'empoisonne? Il m'a laissé seul avec la corbeille. Je l'ai posée sur le sol de ma cellule. Et j'ai attendu.
Les pensées sont venues comme d'habitude. Une voix qui me disait que j'étais trop lent. Une autre qui me rappelait mes échecs. Une image de ce que je n'avais pas fait hier. Un reproche, un doute, un souvenir humiliant. Et pour chaque pensée, je posais la question. Est-ce que cette pensée me renforce? Presque toutes. Non. Alors je les notais sur un bout de papier. Et je les mettais dans la corbeille. Au début, c'était bizarre, presque risible. Mais au bout d'une heure, quelque chose a changé. L'espace dans ma tête respirait, comme si j'avais ouvert une fenêtre dans une pièce trop longtemps. Fermée. Le maître est revenu en fin de matinée. Il a regardé la corbeille, pleine de mots pliés, froissés, sales. Il a hoché la tête. Maintenant, brûle-les. On est sorti. J'ai allumé un petit feu. Et j'ai jeté chaque papier dans les flammes. Les phrases disparaissaient. Une part. Une. Tu ne vaux rien. Tu es en retard sur ta vie. Personne ne pense à toi. La fumée montait lentement. Et avec elle, une part de mon ancien moi. Quand ce fut fini, le maître s'est tourné vers moi et a dit « Tu as nettoyé ton esprit comme on nettoie une maison. Mais n'attends pas qu'elle se remplisse à nouveau. Filtre, chaque jour. Sinon tu vivras dans un chaos que tu crois normal. » Il m'a donné un petit mantra. Simple, brutal, précis. Chaque pensée est une graine. Tu décides ce que tu veux faire pousser. Ce soir-là, j'ai noté mes pensées avant de dormir. Juste pour les observer. Certaines étaient claires, calmes, rassurantes. D'autres portaient encore le poison. Mais maintenant, je savais les reconnaître. Et c'est là que j'ai compris une vérité dure, mais nécessaire. Penser n'est pas un mal, mais croire tout ce que l'on pense est une malédiction. Depuis, chaque jour, je garde cette image en tête. Mon esprit comme un jardin. Et moi, le seul responsable du tri. Je ne peux pas empêcher les mauvaises graines de tomber, mais je peux choisir de ne pas les arroser. Avant le monastère, je passais en moyenne 4 heures par jour à scroller. Et je ne parle pas de temps utile. Je parle de vide habillé en lumière. Mon pouce défilait, mon cerveau absorbait. Une avalanche de visages, de promesses, d'opinions. Chaque post était une invitation à me comparer, à me juger, à me demander pourquoi ma vie était plus floue que celle des autres. Et pourtant, je continuais. Je ne cherchais pas des réponses. Je cherchais à ne pas sentir le manque, le vide, l'ennui, moi-même. Mais ici, au monastère, il n'y avait pas de Wi-Fi, pas d'écran, pas de fil d'actualité, juste le silence. Et moi, sans filtre. Au début, je croyais devenir fou. Je m'attendais à entendre un oiseau, et mon cerveau projetait une alarme de notification. Je regardais les nuages, et je cherchais inconsciemment où cliquer. Une fois, j'ai surpris ma main en train de chercher un téléphone qui n'existait plus dans ma poche. Elle tremblait légèrement, comme un sevrage. Le maître m'a observé. Il savait. Il voyait l'addiction. Pas à l'écran, non, mais à l'évasion. « Tu crois que tu te divertis, m'a-t-il dit. Mais tu t'endors ?» Il m'a conduit dans une salle froide, sans fenêtre, avec un seul objet au centre, un miroir. Fendu, sale, piqué de taches. Il a dit « Voilà ce que tu regardes vraiment quand tu te perds dans les images des autres. » Et il m'a laissé là, seul, face à mon propre reflet. J'ai résisté. J'ai voulu partir. Mais quelque chose m'a retenu. Je me suis forcé à rester. 10 minutes, 30, 1 heure. Et plus je regardais, plus je voyais. Pas un visage, pas une apparence, mais un brouillard, un homme flou. Je ne savais plus qui j'étais sans la comparaison, sans les likes, sans les repères virtuels. Je ne savais même plus ce que j'aimais, ce que je voulais, ce qui me faisait vibrer. J'étais une copie d'opinion copiée. Ce jour-là, j'ai compris que la surexposition à la vie des autres m'avait volé la mienne. Le soir, le maître m'a tendu un sablier. Demain, tu t'accorderas 1 heure de pleine réalité. Pas de lecture,
pas d'écriture, pas de distraction, juste vivre. J'ai choisi de m'asseoir sous un arbre dans le jardin. J'ai écouté les feuilles, senti l'air, observé le mouvement du soleil sur le sol. Rien d'extraordinaire, rien à raconter. Et pourtant, c'était comme si je voyais pour la première fois. Pas une image trafiquée, pas une promesse marketing, juste la présence nue. Depuis, je fais ça chaque jour. 1 heure, parfois plus. Pas pour être productif, mais pour redevenir réel. Le maître m'a offert une dernière phrase, inscrite sur une pierre qu'il avait lui-même gravée. Ce que tu nourris te construit, ce que tu consumes t'efface. Et à chaque fois que je suis tenté de replonger dans le flux hypnotique du monde numérique, je touche cette pierre dans ma poche. Et je choisis, pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour ne pas me perdre encore. Je faisais tout pour aller mieux. J'écrivais. Je filtrais mes pensées. Je marchais. Je réduisais le bruit. Et pourtant, certains jours, le chaos revenait, sans prévenir, comme une vague sourde, massive, qui me noyait de l'intérieur. J'étais assis dans ma cellule, les mains sur les genoux, le cœur battant trop vite, une angoisse sans cause. Pas de pensée précise, pas de souvenir, juste une oppression, un vertige, un sentiment que quelque chose allait s'effondrer. Moi peut-être. Je n'arrivais plus à me calmer, alors je suis allé voir le maître. Il m'a regardé longtemps, en silence. Puis il a murmuré « Quand la mer est agitée, on essaie, pas de contrôler les vagues. On descend au fond, là où c'est calme, et il m'a montré comment respirer. Pas comme on le fait d'habitude, pas automatiquement, consciencieusement, intentionnellement. Il a fermé les yeux, inspiré lentement, pendant 4 secondes, retenu l'air, puis expiré longuement, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. J'ai tenté de l'imiter. Au début, c'était difficile. Mon souffle était saccadé, court. Mon esprit voulait reprendre le dessus, me pousser à penser, à fuir, à bouger. Mais il a posé sa main sur mon épaule et m'a dit « Respire comme si c'était la seule chose qui comptait. Parce que c'est le cas. » Alors j'ai continué. Encore et encore, 4 secondes pour inspirer, 4 secondes de pause, secondes pour expirer. Et soudain, mon corps a compris. Mon cœur ralentissait. Ma gorge se desserrait. Mon crâne, lui, cessait de cogner. C'était comme si chaque respiration était une main qui repoussait doucement le brouillard. Sans effort, sans violence. Ce n'était pas une technique, c'était un retour. Le maître m'a alors raconté une vieille image stoïcienne. Ton souffle est le pont entre ton esprit et ton corps. Quand tu le maîtrises, tu retrouves ton axe. Je n'avais jamais pensé à la respiration. Je l'avais toujours considéré comme un réflexe, un automatisme. Mais en fait, c'était une porte. Une issue de secours, toujours ouverte, mais que je n'avais jamais franchie. Les jours suivants, j'ai fait de ma respiration un rituel. Quand l'anxiété montait, quand les pensées revenaient en boucle, quand la fatigue pesait sur mes épaules, je fermais les yeux et je respirais. Pas pour m'endormir, mais pour revenir à moi, à l'instant, à ce qui est. Et plus je le faisais, plus je réalisais que ce n'est pas la complexité qui calme l'esprit. C'est la répétition du simple. Aujourd'hui, chaque fois que je sens l'orage revenir, je n'attends plus qu'il explose. Je descends au fond, là où c'est calme, et je respire. Pas pour survivre, mais pour me reconnecter. Certains jours, j'étais pris d'une rage sourde, contre le monde, contre les autres, contre moi. Je voyais une remarque mal placée, et mon esprit explosait. Un souvenir d'injustice, et mon cœur battait plus vite. Une pensée critique, et mon ventre se serrait. Et le pire, c'est que je ne disais rien. Je gardais tout, mais en dedans, c'était une guerre. Je croyais que c'était normal, que c'était avoir du caractère, refuser de se laisser faire. Mais en réalité,
Je me battais contre des ombres. Un après-midi, alors que je marchais dans les couloirs, j'ai entendu 2 moines parler de moi. Ils pensaient que je ne comprenais pas leur langue. Ils disaient que j'étais tendu, qu'on sentait en moi une violence contenue, un barrage prêt à rompre. Ils n'avaient beau pas tort. Mais au lieu de me remettre en question, j'ai senti la colère monter. Un feu ancien, nourri par des années de frustration. J'ai serré les poings. J'ai pensé à hurler, à les confronter, à leur faire comprendre. Mais je suis tombé sur le maître. Il n'a rien dit. Il m'a simplement conduit dans une salle vide, où il avait installé un grand cercle de sable au sol. Au centre, une pierre noire. Il m'a tendu un bâton. Essaie de déplacer la pierre, sans quitter le cercle. J'ai tenté, poussé, tourné autour, mais rien à faire. La pierre ne bougeait pas, et chaque mouvement me ramenait à la même frustration. Il m'a regardé. Voilà ce que tu fais chaque jour. Tu t'épuises à vouloir changer ce qui ne changera pas. Tu crois te battre pour la justice, mais tu combats ton propre reflet. Il s'est approché, a sorti un petit balai et a effacé la ligne du cercle. Maintenant, approche-toi et déplace-la avec calme. J'ai avancé, pris la pierre dans mes mains. Elle était lourde, oui, mais pas immobile. Je l'ai déplacée facilement. Le maître a murmuré. Le problème, ce n'est pas la pierre, c'est où tu places ton énergie. Ce jour-là, il m'a donné une phrase que j'ai gravée dans ma mémoire. Tu n'es pas obligé de répondre à tout ce qui te provoque. Et c'est peut-être la chose la plus difficile que j'ai dû apprendre ici. Ne pas réagir ne veut pas dire fuir, c'est choisir. Choisir quand parler, quand se taire, quand agir, quand lâcher. Choisir ce qui mérite notre feu et ce qui ne mérite rien du tout. Depuis, chaque fois que je sens la colère monter, je ferme les yeux. Et je me pose une question simple. Est-ce que ce combat me rend libre ou esclave? Si c'est le second, je me retire. Je ne me bats plus contre les gens. Je ne me bats plus contre les bruits. Je ne me bats plus contre les opinions. Je ne me bats plus contre moi-même. Je choisis. Et dans ce choix, je découvre une force nouvelle. Silencieuse, mais inébranlable. Je pensais que faire plus me rapprocherait de ce que je voulais. Plus de projets, plus d'objectifs, plus d'actions, plus de productivité. Je croyais que remplir chaque heure, chaque minute, chaque espace, c'était ça, exister pleinement. Mais au fond, je ne faisais qu'étouffer lentement. Un jour, dans la cour du monastère, je suis tombé. Pas violemment, juste effondré. Mon corps n'en pouvait plus, mon esprit non plus. J'avais essayé de méditer, d'écrire, de lire, de marcher, tout ça dans la même matinée, comme si je voulais prouver à ce lieu silencieux que j'étais digne d'en guérir. Le maître est arrivé. Il ne s'est pas approché. Il est resté à distance et a dit simplement « Tu es tombé, non pas à cause de la fatigue, mais à cause de la dispersion. » Je l'ai regardé, vidé. Il s'est accroupi, a dessiné un cercle dans le sable. Regarde. Puis avec un bâton, il a tracé de multiples flèches partant du centre vers toutes les directions. Voilà comment tu vis. Beaucoup d'efforts, partout, nulle part, il a effacé les flèches. Puis, lentement, il en a tracé une seule, droite, profonde. Et voilà ce que tu pourrais faire. Un seul acte, entier, profond. Il m'a tendu le bâton. Aujourd'hui, tu ne feras qu'une seule chose, mais tu la feras jusqu'au bout. Ça m'a semblé absurde. Une seule tâche? Moi qui avais toujours été multiple, polyvalent, constamment actif, mais j'étais trop brisé pour discuter. Alors j'ai accepté, j'ai choisi d'écrire. Une seule page, rien d'autre. Pas de méditation, pas de lecture, pas de marche. Juste écrire, mais pas comme avant. Chaque mot devait être ressenti. Chaque phrase entendue à l'intérieur avant d'être posée sur le papier. Et très vite, j'ai senti le poids de la profondeur.
Parce que faire une seule chose, vraiment, demande plus de présence que 10 actes dispersés. Quand j'ai fini la page, j'ai pleuré. Pas de fatigue, pas de douleur, mais de soulagement. J'étais enfin avec moi-même. Pas fragmenté, pas projeté ailleurs. Juste, ici. Le soir venu, le maître m'a dit « Tu as cru que faire moins, c'était renoncer. Mais en réalité, c'est reconquérir. » Il m'a offert une dernière citation de Sénèque. Ce n'est pas que nous manquons de temps, c'est que nous en gaspillons. Depuis, chaque matin, je choisis une seule chose. Pas deux, pas trois, une seule. Et je m'y consacre comme si ma paix en dépendait. Parce que c'est le cas. Je ne cherche plus à impressionner. Je cherche à habiter, chaque instant. Et dans cette simplicité, j'ai retrouvé ce que je cherchais depuis le début. Moi. Il y avait une pièce dans le monastère où je n'étais jamais allé. Elle était au bout d'un couloir que j'évitais. Chaque fois que je passais devant, je sentais une tension étrange dans la poitrine. Comme si quelque chose en moi savait que c'était là que ça se terminerait. Un soir, après une journée sans bruit, le maître m'a remis une clé. Une vieille clé de fer noirci. « Tu es prêt, m'a-t-il dit. Va ouvrir ce que tu refuses encore de regarder. » Je n'ai pas posé de questions. J'ai compris. J'ai marché jusqu'au couloir. Lentement. Chaque pas était lourd. Pas de peur, mais de gravité. Comme si j'allais rencontrer une version de moi. Oubliée. La clé a tourné. La porte a grincé. Et la pièce s'est ouverte. Elle était vide. Pas un meuble, pas un livre, pas une bougie. Mais à l'intérieur, je l'ai senti immédiatement. Tout était là, pas sous forme physique, mais comme une présence. C'était une pièce mentale, un entrepôt invisible. Et soudain, tout est remonté, les pensées non traitées, les souvenirs non digérés, les phrases qu'on m'avait dites, celles que je m'étais infligées, les visages, les échecs, les attentes, les rancunes, tout ce que j'avais stocké en moi depuis des années, comme des cartons empilés dans un grenier abandonné, et j'ai compris. Mon esprit n'était pas un lieu d'archivage, mais je l'avais transformé en entrepôt de douleur, de peur, de doute, parce que je refusais de jeter, parce que j'avais cru que tout était important. Et là, au centre de la pièce, il y avait un carnet, mon ancien carnet, celui que je remplissais avant de venir ici, avec mes objectifs, mes rêves, mes comparaisons, mes stratégies pour réussir, mes obsessions, tout ce que je croyais être moi. Je l'ai ouvert. Les pages étaient lourdes, non pas de mots, mais de ce que j'y avais projeté. Je l'ai refermé et je l'ai posé à terre. Puis, doucement, j'ai commencé à marcher dans la pièce. Chaque pas, une respiration. Chaque respiration, un tri. Je ne veux plus garder cette image de moi échouant. Je ne veux plus garder cette peur qui me murmure que je suis en retard. Je ne veux plus stocker cette phrase « Tu n'y arriveras jamais ». Je veux faire de cette pièce un lieu de silence, de présence, de choix. Le lendemain, j'ai raconté tout ça au maître. Il m'a regardé avec une douceur nouvelle. Chaque soir, m'a-t-il dit, fais comme on fait avec un sol couvert de poussière. Balaye. Il m'a appris. Un rituel. Éteindre la lumière. M'asseoir. Fermer les yeux. Et poser cette question. Qu'est-ce que je peux laisser partir ce soir? Et chaque soir, je vide un peu plus. Une pensée. Une peur. Un poids. Et à force de vider, je découvre l'espace. Le vrai. Celui dans lequel je peux respirer. Penser sans souffrir, être sans me fuir. Le maître m'a remis une dernière phrase, écrite sur un papier plié. Le repos véritable n'est pas l'absence d'effort, c'est l'absence de surcharge. Et maintenant, je comprends. Mon esprit n'est pas une prison. Il est une pièce que je dois entretenir. Pas une fois, mais chaque jour. Parce que penser, ce n'est pas accumuler, c'est circuler et vivre.
ce n'est pas se remplir, c'est se libérer. Je suis resté dans ce monastère plus longtemps que prévu. Mais à vrai dire, je ne sais même plus ce que j'avais prévu au départ. Je suis arrivé ici avec un sac trop lourd et une tête trop pleine. Je voulais des réponses, des techniques, des solutions rapides pour calmer ce que je n'arrivais plus à contrôler. Mais ce que j'ai trouvé, c'était le silence. Pas celui qui apaise tout de suite, le vrai, celui qui dérange, qui te met face à toi-même, qui t'arrache chaque pensée inutile comme on arrache une épine infectée. J'ai compris qu'on ne guérit pas en empilant plus, on guérit en triant. J'ai compris que penser n'est pas le problème. Penser sans relâche, sans pause, sans choix. Le monde hurle. Les réseaux te poussent à croire que tout est urgent, que tout est important, que tu dois réagir à tout, réussir tout, répondre à tout. Mais la paix ne se trouve pas dans la réponse. Elle se trouve dans le refus de l'encombrement. Aujourd'hui, je ne suis pas devenu un sage. Je me perds encore parfois. Mais j'ai des repères. Je respire. J'écris pour vider, pas pour briller. Je fais une chose à la fois. Je choisis mes batailles. Je filtre mes pensées comme on filtre de l'eau. Et chaque soir, je balaie mon esprit, comme on balaie une pièce. Pas pour atteindre la perfection, mais pour me retrouver. Parce qu'au fond, ce n'est pas une méthode que je cherchais. C'était moi. Et je sais maintenant que la paix intérieure n'est pas un lieu à atteindre. C'est un engagement quotidien, un choix, encore et encore. Et toi qui m'as écouté jusqu'ici, demande-toi une dernière chose. Qu'es-tu prêt à laisser partir pour enfin te retrouver ?